Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Alors vous avez déjà réalisé des investissements immobiliers ou bien vous vous apprêtez à le faire, cependant vous vous demandez peut-être si vous devez le faire en nom propre ou bien sous la forme d'une société. Bon nombre d'entre vous ont certainement entendu parler des sociétés civiles immobilières ou de personnes qui les utilisent pour réaliser leurs investissements, mais de quoi s'agit-il exactement ? Et pour nous parler de cette forme juridique, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Bédoué. Alors Julien Bédoué, il est fondateur du site parkinggarage.fr, mais aussi conseiller en gestion de patrimoine. Ce site est également spécialisé dans l'accompagnement et le coaching dans l'investissement, évidemment dans les parkings et les garages. Et Julien a réalisé un grand nombre de ces investissements en utilisant des SCI. Julien Bédoué, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est exactement une société civile immobilière ? Alors bonjour et puis merci de m'avoir réinvité. Avec plaisir. Alors une SCI, c'est une société civile immobilière. Ça sert en fait à regrouper des personnes, 2 ou plus, qui ont un projet commun, qui dans l'occurrence est d'investir dans l'immobilier. Donc c'est une société, donc une personne morale opposée par une personne physique, vous et moi, de faire et le dos. C'est juste une idée, on va dire, sur tout le monde est d'accord. Donc c'est une personnalité. C'est géré par le Code civil qui a été créé par Napoléon. C'est quelque chose qui est extrêmement stable, qui va nous intéresser pour les investissements immobiliers parce qu'on s'engage sur des dizaines d'années. Et la SCI, elle est immobilière si elle détient plus de 50% d'immobilier. Si ce n'est pas le cas, elle prend d'autres noms. Du coup, c'est la forme la plus répandue de société en France. On en dénombre plus d'1 million parce que c'est extrêmement souple et stable. 1 million de SCI. 1 million, c'est quand même plus que les sociétés commerciales, SAS ou SARL. C'est vraiment la SC, société civile, qui est le plus répandue. Alors, comment peut-on faire justement pour créer une SCI ? Est-ce que c'est accessible à tout le monde et est-ce qu'il y a des documents particuliers à fournir ? Alors, ce qui fait la création de la SCI, en fait, ce sont les statuts. Les statuts, c'est un document, un contrat qui fait entre 15 et 30 pages selon la complexité de la SCI qu'on veut faire. Et c'est les règles du jeu sur lesquelles les associés se mettent d'accord sur les modes de fonctionnement, sur les prises de décision, sur qu'est-ce qui va arriver s'il y en a un qui se sépare, qui divorce, qui décède. Voilà, on trouve des statuts, des modèles de statuts gratuits sur Internet. Malheureusement, souvent, c'est pas de très bonne qualité il faut faire attention parce que c'est quand même un domaine qui est complexe. Ça touche au droit de la famille, aux régimes matrimoniaux, au droit des successions, à la comptabilité, à la fiscalité. Donc il faut quand même savoir ce dans quoi on s'engage quand on signe les statuts. Et justement, quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on crée une SCI ? Il faut faire appel à quelqu'un en particulier, quelqu'un comme vous ? Alors effectivement, il y a des professionnels du droit qui peuvent vous accompagner, les notaires, les conseillers en gestion de patrimoine, les experts comptables aussi ont le droit de le faire en activité accessoire de leur activité principale, oui. Les avocats évidemment. Après, pour moi, il faut savoir ce dans quoi on s'engage. C'est-à-dire que comme c'est relativement complexe, il faut qu'on soit en mesure de comprendre ce qu'on fait et donc demander à l'expert éventuellement qui vous accompagne ou si vous le faites tout seul d'avoir une bonne idée des enjeux et de ne pas faire de bêtises parce qu'une fois que c'est fait, des fois on ne peut pas revenir en arrière, donc on le fait bien de la première fois et on ne se dit pas non je verrai dans 10 ans quand il sera le moment de transmettre parce que ça peut malheureusement avec les accidents de la vie ça pourrait être compliqué de transmettre dans des bonnes conditions. Et puis évidemment il faut déjà se poser la question, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin, et de peser en balance, comme tous les investisseurs savent le faire, les avantages et les inconvénients, parce que évidemment une SCI a aussi des inconvénients, il y a un coût de gestion, un petit coût de création, et donc il faut qu'en face on ait des avantages qui soient réels et mesurables pour se dire on va compliquer les choses parce qu'on va en tirer tel ou tel bénéfice. Alors justement, quels sont les avantages d'investir via une SCI par rapport, par exemple, en nom propre ? Alors moi, je vois 4 avantages que j'appelle les effets de levier en fait d'investir en société. Le premier, c'est que déjà on le fait pas tout seul, parce que par définition on s'associe, donc on va pouvoir avoir des opportunités qui viennent des nouveaux associés. Donc à ce moment-là, on se retrouve propriétaire d'un bien qu'on n'aurait pas trouvé tout seul, donc on s'enrichit plus. On répartit le travail, on répartit le risque. Ça peut aussi, le deuxième levier, ça peut être au niveau du financement. Quelqu'un qui serait un petit peu juste en termes de taux d'endettement, il pourrait prendre une part minoritaire dans une SCI avec quelqu'un qui a un plus gros patrimoine, des plus gros revenus et donc qui se porterait garant pour l'associé minoritaire. Donc ça, c'est extraordinaire. Au niveau financement, on peut lier pour les chefs d'entreprise la SCI personnelle avec la société de l'entreprise. Si elle dégage des bénéfices, on peut faire un pont via une holding, ce qui permet d'avoir des financements qui sont très peu chers. Au niveau fiscal, c'est un petit bijou. Donc on a dit les montages aussi, puisque forcément, quand on fait un contrat, on
on peut séparer en fait la propriété des pouvoirs ou de la rémunération. Un associé à 10% des parts pourrait avoir 20% des revenus et 40% des décisions. Ça, si les associés sont d'accord, on peut le faire. Quand vous faites ça en indivision, c'est juste pas possible. Et puis après, on a tous les avantages fiscaux. Donc on a parlé des holdings, on peut parler évidemment de la transmission, puisque c'est quand même quelque chose qui peut être relativement coûteux. Hein. On atteint vite les tranches à 10-15% quand on transmet à ses enfants. Ça peut monter jusqu'à 45-60% entre les partenaires de Pax. De Pax, non, c'est zéro, mais les concubins, c'est 60% de transmission. Donc il y a des moyens en fait dans les statuts d'envisager une transmission plus précoce pour économiser de l'argent. Puis après, il y a la fiscalité, entre éventuellement l'impôt sur les sociétés, qui peut venir aussi être un avantage intéressant. Alors, on entend souvent parler de différentes formes de SCI. La SCI à l'IR, la SCI à l'IS, et puis même parfois la SCI familiale. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu autour de ces différentes formes? Avec plaisir. Donc la SCI familiale, elle n'a pas d'existence juridique, elle n'est pas différente d'une SCI classique. C'est juste qu'en fait, les associés sont du cercle familial. D'accord. En général, les associés se connaissent très très bien dans les SCI parce que on fait pas ça avec des inconnus, c'est assez risqué, quoi. Et donc SCI IR IS, qu'est-ce que ça veut dire? Donc SCI imposé à l'IR, donc c'est imposé à l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que la SCI elle est transparente, elle ne paye pas d'impôt, c'est directement taxé sur la feuille d'imposition des particuliers en fait dans la catégorie des revenus fonciers. Donc si on a 50% des parts, on a 50% des revenus, on déclare ces 50% et puis on paye l'impôt sur le revenu, la CSG, CRDS plus la TMI. Et si elle est à l'IS, c'est de l'impôt sur les sociétés. Et donc là, à ce moment-là, ça devient une structure opaque. Et elle paye son impôt. L'IS a donc 15%, puis ensuite ça augmente, c'est graduel. Mais comparé à 17,2 déjà de CSG, CRDS, on est bien. Et puis quand on rajoute la TMI qui va de 0 à 45, on a quand même un sacré avantage fiscal des fois à opter pour l'IS. Alors, quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on investit via une SCI, justement ? Il faut faire attention à bien comprendre les avantages et les inconvénients pour être sûr qu'on a une structure qui répond à ses attentes et que quand on fait appel à un professionnel, qu'on soit sûr que le boulot soit bien fait et qu'on soit en mesure de contrôler son travail et pas juste faire une confiance aveugle, parce que des fois on se retrouve à payer 1500 ou 2000 euros un pack de statut gratuit sur Internet où il manque plein de choses et ça c'est assez embêtant, quoi. Malheureusement, ça arrive assez fréquemment. Ouais. Au niveau TVA, comment ça fonctionne avec la SCI? Peut-être qu'il y a une différence d'ailleurs entre... Non, pas de différence. En fait, la TVA, elle n'est pas attachée à la structure, comme ça pourrait être une société commerciale où effectivement ça déclencherait automatiquement la TVA, mais c'est attaché à une activité. Donc quand vous faites de la location meublée, vous faites de la location nue, on sait très bien que en tant que particulier, on ne paye pas de TVA. Si on investit en SCI, on ne paiera pas de TVA non plus. Si on loue par exemple des biens commerciaux, là il peut y avoir... Là c'est attaché effectivement au local. Donc là effectivement ça déclenche la TVA, mais au même titre que si on le fait à titre perso, on paiera la TVA quand même. D'accord. Et est-ce que la SCI est compatible justement de tous les types d'investissements? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réaliser de la location nue, de la location meublée, du commercial? Est-ce que c'est ouvert vraiment à tout type d'investissement? Ou est-ce qu'on peut faire par exemple de l'achat-revente aussi? Ou bien une idée derrière la tête, Gaëtan. Je t'écoute toujours des idées derrière la tête. Des bonnes, j'espère. Alors, c'est une société civile, d'accord? Donc on va l'opposer au commerce. Et les actes de commerce, par définition, vont pas être bienvenus dans la SCI. Typiquement, le LMNP, c'est du bénéfice industriel et commerciaux, donc c'est un acte commercial. Si on le fait dans la SCI à l'IR, on va avoir une tolérance de 10% des revenus qui peuvent être sous forme de meublé. Si on dépasse, on passe automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Donc il faut bien le savoir parce que faut choisir. Rattraper. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et l'achat-revente, c'est toléré, mais dans un acte de gestion classique, donc on peut revendre, mais il ne faut pas que ça devienne une activité commerciale. Donc, ce qui c'est marchand de biens, on va faire ça dans une SAS ou dans une SARL, si on veut profiter des avantages d'investir en société. D'accord. Oui. Et faire attention, effectivement, de ne pas se faire requalifier. Ce serait dommage. Ouais. Est-ce qu'il est possible de cumuler plusieurs SCI ou bien est-ce qu'une fois qu'on en a créé une, il faut mettre tous ces investissements à l'intérieur? Alors vous l'avez un petit peu abordé avec la holding. Est-ce qu'il y a un montage plus adapté pour ce genre de choses? Par exemple, on peut imaginer on a un bien dans une ville et puis dans une autre. Est-ce que vous conseillez plutôt d'avoir une SCI par bien ou d'avoir une seule qui regroupe tout? Alors, là, on pose la question à quelqu'un qui a plusieurs centaines de parkings. Donc,
Et plusieurs sociétés aussi. Une SCI par parking. Non, voilà, ça c'est typiquement, on va pas créer une SCI pour 2 parkings, ça n'a pas de sens parce que avec les frais de fonctionnement, on va bouffer toute la marge, donc ça ne veut rien dire. Après, il fut un temps, c'était intéressant effectivement de créer une SCI par bien parce qu'on pouvait revendre les parts de la SCI et ça coûtait moins cher en droit de mutation, en frais de notaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est le même prix, donc quasiment. Donc ça veut dire que quand vous achetez une SCI, vous reprenez aussi le passif. Tout ce que le gérant, les associés ont fait derrière, vous rachetez ça aussi. C'est quand même un sacré risque. Donc en général, vous allez préférer acheter le bien immobilier parce que vous partez propre, nickel, vous avez vos amortissements, etc. Donc on va créer une nouvelle structure. Pas pour ces avantages-là, parce que ça ne marche plus, mais à chaque fois qu'on a un nouveau projet avec un nouvel associé, ou parce qu'on veut transmettre aux enfants. Alors, est-ce qu'on fait une seule SCI pour tous les enfants, et puis ils se partageront des parts, ou est-ce qu'on fait une SCI par enfant? Voilà, ça, c'est le genre de questions sur lesquelles on va plus aller sur du patrimonial. C'est ça qui va faire la décision, plutôt que l'emplacement géographique ou le type de bien. D'accord. Et donc, du coup, est-ce qu'il faut organiser les SCI par type de bien ou justement ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que si par exemple on fait que de la location nue, on met tout ce qui concerne la location nue dans cette SCI, si à côté on fait par exemple, pour parler de locaux commerciaux, on met tout dans une SCI qui fait les locaux commerciaux, ou est-ce qu'en fait on peut mélanger dans tous les sens? On peut mélanger dans tous les sens, ça va vraiment dépendre en fait des associés, quoi. C'est-à-dire que si nous on s'associe sur un nouveau projet, on va créer une nouvelle structure parce que vous avez peut-être pas envie de reprendre dans une société où il y a déjà des trucs qui tournent, et puis moi j'ai peut-être pas envie de partager le gâteau avec vous, ou voilà, si je fais ça pour mon fils et pour ma fille d'à côté, je vais créer 2 structures séparément, je vais essayer de monter le même patrimoine, et puis si possible je vais mélanger des parkings, du nu, du meublé, et puis du locaux commerciaux. Mais mon but c'est de transmettre quelque chose qui soit à peu près équivalent à chaque enfant. Donc non, on peut mélanger, après ça c'est au choix, mais là encore il faut vraiment bien savoir pourquoi on le fait. Oui. Ok. Alors maintenant passons à la question du mois qui nous est posée ce mois-ci par Corinne de Nancy. Est-il possible de passer d'une SCI à l'IR, donc impôt sur le revenu comme vous nous avez dit, à une SCI à l'IS, impôt sur les sociétés, et vice-versa en fonction de ses projets, de ses envies ou de ses besoins, que sais-je? Alors, d'une SCI à l'IR vers l'IS, c'est quand on veut. D'accord, on peut le faire au bout de 15 ans, 20 ans, ça pose aucun souci. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, revenir vers l'IR, c'était possible que la première année, juste avant de déposer en fait, le premier compte de résultat et le bilan. Aujourd'hui, ça s'est extendu à une période de 5 ans. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a passé les 5 premiers exercices, c'est irrévocable, on reste à l'IS. D'accord. C'est un petit caprice de l'administration fiscale, non? Un de plus. Oui, voilà. D'accord. Voilà. C'est dans un sens, mais pas dans l'autre. Mais pas dans l'autre. Voilà. Non, c'est comme ça. Eh bien, en tout cas, merci Julien Bédoué. Nous rappelons à nos auditeurs donc, que vous êtes le fondateur du site parkinggarage.fr, que vous êtes également CGP et que vous êtes spécialisé dans l'accompagnement et le coaching dans l'investissement dans les parkings et les garages, et que par ailleurs, vous avez réalisé bon nombre de vos investissements via des SCI. Et d'ailleurs, vous faites même de la formation sur les SCI. Tout à fait. Donc, une formation qui s'appelle Réussir sa SCI, où j'ai accompagné maintenant plus d'une centaine d'investisseurs, de familles, à créer une SCI qui leur correspond et sur laquelle ils comprennent tout dans les moindres détails pour être sûr que ce soit hyper bien optimisé. Parfait. Alors quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com, dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins et de conseils malins comme nous venons d'en avoir aujourd'hui. N'oubliez pas, demain, comme d'habitude, se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions suivant les bons conseils de nos invités. Merci Julien. Merci à vous. Merci. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.